Vous donnez le meilleur de nous-mêmes, c'est dans le groupe de médias Top 243 News. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information ou la une d'actualité pour ce vendredi 28 mai 2021. Nous sommes en direct au niveau de l'Assemblée nationale dont nous allons vous faire vivre l'ambiance de cette séance plénière d'aujourd'hui qui sera basée uniquement sur la présentation des propositions de loi qui a été renvoyée au niveau de la commission PAJ de l'institution parlementaire au niveau de la chambre basse du Parlement. Pour ce faire, on entre pour comprendre avec vous comment se dérouleront cette séance plénière et on va y revenir. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampouanga, a présidé la séance plénière de ce vendredi avec tous les membres de son bureau à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La plénière de ce vendredi 28 mai prévit l'examen et l'adoption de deux projets de loi. La loi organique de la CENI et celle portant régime spécial de sécurité des agents publics de l'État n'a finalement pas réussi à puiser son ordre du jour. Les débats sur la dite Lutundula, la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 10/13 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI en sigle, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 13/012 du 29 avril 2013 pris le dessus sur toutes les autres matières. Au nom de la Commission politique administrative et juridique PAJ, désormais dirigée par le député national André Mbata, élu de Dimbengele au Kasaï central, a présenté une économie du travail reflétant les grandes options et innovations proposées à la section de la plénière. La CENI étant politique par excellence ne peut pas devenir l'apanage des groupes de pression dont l'objet est autre que la conquête et l'exercice du pouvoir qui exclurait le parti politique et les élus du peuple qui représentent la nation, a-t-il dit avant d'ajouter que l'indépendance de la CENI est donc relative et fonctionnelle. Selon lui, cette institution ne saurait être totalement indépendante du peuple ni des représentants légitimes de la nation. Au nombre des innovations figure notamment l'enrichissement de la plénière de 5 nouveaux membres au lieu des 10 membres issus de la composante politique constituant par la majorité et l'opposition. Votre commission a prévu 5 membres supplémentaires qui proviennent de la société civile alors que dans les textes existants, la société civile n'était pas arrivée à ce monde. Le président de la commission PAJ qui donne l'économie de son exposé au perchoir de l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs innovations importantes. Je dois dire ceci, que dans le texte qui nous avait été présenté, la proposition de loi, on prévoyait que la CENI devait être constituée à part égale entre la majorité, l'opposition et la société civile en raison des 5 membres. Et nous avons adopté cela. Et cela constitue une innovation. Parce qu'antérieurement, la société civile n'avait pas 5 membres au sein de la plénière de l'Assemblée nationale. Donc, on a tenu compte dans la proposition, on n'a pas touché au quota de la composante politique. Par contre, c'est le quota de la société civile qui a été majoré, qui a été augmenté. Ils sont maintenant à 5 membres. Deuxièmement, comme innovation, c'est faire en sorte que les membres de la CENI soient vraiment indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent plus recevoir des injonctions des partis, comme on l'a vu dans le passé. Au nom même membre de la CENI, il va à la CENI, il continue à recevoir des injonctions de son parti ou de son autorité morale. Cette histoire-là est terminée. Dès que quelqu'un ou quelqu'une, s'agissant d'une femme, un homme ou une femme a été désigné membre de la CENI, cette personne n'a plus d'injonction à recevoir de la composante qu'il a désignée et ne peut plus être changée par la composante qu'il a désignée et ne peut même pas faire l'objet de menaces de démission par la composante qu'il a désignée. Et bien plus, nous sommes allés plus loin en tenant compte de l'expérience du passé. Vous savez, dans le passé, certains membres de la CENI continuaient à assister aux réunions de leur parti politique, continuaient à être membres actifs, membres des partis politiques. Cette fois-ci, nous avons dit, dès que vous êtes membre de la CENI,
vous ne pouvez plus exercer les activités politiques, même pas assister aux réunions des partis ou de l'organisation qui vous a envoyé. Et bien plus, pour question de bonne gestion et de bonne gouvernance, cette fois-ci, dès que vous êtes élu, désigné membre de la CENI et entériné par l'Assemblée nationale, investi par le président de la République, vous devez faire une déclaration écrite du patrimoine familial. On doit savoir quels sont vos biens, quel est votre patrimoine avant d'entrer à la CENI. Parce qu'on connaît dans le passé, c'est à la CENI comme au gouvernement. Des personnes qui n'étaient pas bien nantis, après le mandat à la CENI ou au gouvernement, ils sortent millionnaires. Ils sont millionnaires après un mandat et on se demande d'où vient l'argent. Cette fois-ci, nous avons tenu, il doit être mis un terme à cette pratique de détournement des deniers publics. Vous êtes membre de la CENI, faites une déclaration écrite non seulement de vos biens, mais aussi du patrimoine de votre époux, votre conjoint, et de vos enfants, même des enfants majeurs. Donc, il y a plusieurs innovations qui ont été introduites. Bon, moi, je crois que la question sera résolue. Je peux vous dire que lorsqu'on revient mardi, on va examiner la proposition de loi article par article. La question aura été résolue. Dans tous les cas, cette question sera résolue le mardi prochain. Vous venez juste de suivre le déroulement de cette séance plénière de ce jour. Vous allez suivre maintenant une réaction à chaud qui a fait l'essentiel, qui a dominé cette ambiance dans le jet démocratique ici au niveau de l'Assemblée nationale. Suivez quelques réactions à chaud à travers votre rubrique Recto Verso. Les travaux se sont déroulés au niveau de la commission dans de bonnes conditions parce que l'opposition et la majorité n'ont pu se mettre d'accord sur le point le plus important, bien qu'il y a un point qui nécessite encore un consensus, c'est-à-dire ici la répartition au niveau du bureau de la CENI. Une chose est certaine est que la présidence sera confiée à la confession religieuse, mais notre souci est que cette confession religieuse soit celle qui a une structure électorale et non pas prendre quelqu'un tout simplement parce qu'il est de la confession religieuse. Une église qui n'a pas de structure électorale ne peut pas prendre la présidence de la commission électorale indépendante, la commission nationale électorale indépendante. Il faut se mettre sur ce point pour ne pas créer des désordres au niveau des confessions religieuses, parce que vous savez, dans notre pays, il y a autant de confessions religieuses, il y a tant d'églises, et ces églises sont pratiquement comme des partis politiques qui mettent le pays en difficulté. Et nous sommes mis d'accord pour que les autres membres de la société civile qui viennent, qui seront désignés évidemment au niveau de la commission électorale indépendante, que ceux-là soient réellement donc des citoyens et citoyennes qui proviennent des structures qui s'occupent des élections et non pas ramasser les gens de la rue parce qu'ils sont de la société civile, non pas comme ça. Et je crois que le plus important, c'est de désigner des candidats qui sont crédibles, qui ont une certaine éthique et qui ont une certaine moralité. Pas désigner les gens pour le plaisir de désigner, parce que la difficulté que nous avons dans notre pays, c'est la difficulté d'hommes. Nous avons des hommes qui savent mieux parler, qui parlent, mais qui n'ont pas une moralité fiable. Nous devons mettre l'accent sur ces points et il faut que ce soit des hommes qui soient à mesure de prononcer les vrais résultats des élections. Le problème, ce n'est pas les députés. Nous faisons correctement notre travail. Ce n'est pas également, il n'appartient pas aux députés d'organiser, de programmer les plénières. Il appartient au bureau de programmer les plénières. Et je suis sûr et certain que comme nous sommes pendant une période complexe, c'est-à-dire il y a l'état de siège dans les deux provinces, et il serait peut-être difficile pour nous d'aller à vacances. Toutes ces matières seront vidées parce que nous aurons suffisamment du temps pour traiter toutes ces matières-là, parce que la loi va quitter l'Assemblée nationale pour le Sénat et le Sénat va se prononcer sur les textes que nous avons votés ici.
Et s'il y a divergence, je suis sûr et certain que la commission paritaire va se mettre au travail et puis on va certainement vider toutes ces questions avant les temps. Nous sommes au niveau de la commission, nous avons travaillé sur la proposition de la loi faite par notre collègue, ancien collègue Lutundula, qui est actuellement ministre. Et nous avons travaillé en tenant compte également du débat général qui a eu lieu. Et maintenant, nous attendons les amendements qui pourront venir de nos collègues suite au débat général que nous avons eu sur les travaux qui ont eu lieu au niveau de la commission péage. Et les deux camps, c'est-à-dire le camp de la majorité et celui de l'opposition. Du fait qu'il n'y a pas eu compromis sur l'article 24 bis, raison pour laquelle nous sommes permis de solliciter cette motion d'autres afin de solliciter à la présidence de suspendre la poursuite de débat sur la proposition de loi Lutundula afin d'entendre le consensus qui devait se trouver, qui devait être trouvé comme résolution entre les deux camps de belligérance, c'est-à-dire entre l'opposition ainsi que la majorité de l'Union sacrée. Voilà ce qu'a été un peu ma conclusion. Mais sinon, d'une façon globale, c'est un travail qui a été bien fait, mais le point le plus essentiel, c'est celui qui concerne la composition au niveau des membres au niveau de la CENI. Comme vous le savez aussi, vous avez vu, les congrégations religieuses, elles viennent de mettre plusieurs mois sans trouver de solution sur le point qui concerne la représentation. Puisque si le départ est mal fait, l'élaboration du travail qu'ils ont fait constitue une fondation en ce qui concerne l'organisation des élections. Si au départ le travail est mal fait, s'il y a déjà des réclamations, nous risquons aussi de nous retrouver avec les prochaines élections qui seront rejetées par un camp ou l'autre et que les communautés internationales risquent de ne pas prendre au sérieux tout ce que nous faisons comme travail, raison pour laquelle nous avons voulu à ce que les deux partis puissent rentrer afin de trouver un consensus et que ce consensus puisse nous donner un résultat accepté par nous. Ce qui divise les deux partis, c'est celui-ci, c'est-à-dire l'opposition a voulu solliciter l'obtention d'un poste de la deuxième vice-présidence, ce qui a été accepté par la majorité. Mais à part cela, l'opposition a exigé le poste de rapporteur titulaire, ce qui n'a pas arrangé l'autre camp, le camp de la majorité, le camp de l'Union sacrée. Alors, comme il n'y a pas eu compromis, il fallait qu'il y ait compromis, c'est-à-dire qu'il fallait que tous les camps, que tout le monde puisse épuiser les arguments afin de convaincre. Raison pour laquelle vous avez vu l'honorable Kassange donner aussi une argumentation, soit disant que du fait que la société civile a eu à obtenir un poste de titulaire, le poste de la présidence, et que la majorité n'a pas de poste de titulaire, il était tout à fait pertinent, important que la majorité puisse occuper le poste des rapporteurs, lequel poste est convoité par l'opposition. Voilà un peu le point qui a eu à diviser les deux camps, raison pour laquelle nous sommes dit qu'il fallait que nos amis qui étaient en négociation puissent rentrer encore sur la table de négociation afin que nous puissions émettre nous tous sur la même longueur d'onde. Une ambiance plus ou moins, je dirais, à la fois tendue, mais à la fois aussi sereine. D'autant plus qu'il s'est agi de l'examen, pratiquement, de la loi organique portant fonctionnement de la CENI. Comme vous le savez, qu'il s'agit d'un enjeu majeur et des réformes qui doivent intervenir. Il s'agit évidemment d'une loi qui a été proposée par le professeur Lutundula, qui maintenant est devenu, qui est devenu membre du gouvernement. Alors, le rapport a été la fois dernière envoyé au niveau de notre commission PAJ, qui a fait un bon travail. Le rapport a été rendu à la plénière qui a jugé recevoir le rapport. Il s'en est suivi un débat et ensuite l'adoption de ces rapports-là. Et donc
Donc là, nous venons de faire un travail salutaire, nous venons de franchir une étape tout à fait importante. Les honorables députés vont devoir préparer des amendements et les verser dans la commission pour une dernière lecture qui va consister à l'examen article par article et ainsi aboutir au vote. Et nous croyons que cela se fera le plus vite possible. Il y a certaines innovations qui interviennent dans cette loi, notamment le nombre de la plénière de CENI qui passe de 13 à 15. Il y a notamment la composition du bureau et de la CENI qui va passer de 6 membres à 7 membres. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est que la présidente de la CENI est désormais confiée à la société civile et la vice-présidence est confiée à la majorité. Il y a un débat qui est maintenant autour des postes stratégiques et les postes des rapporteurs. Autour de ça, justement, c'est pour ça que l'article 24 de cette loi a été mis entre parenthèses, d'autant plus qu'un consensus doit être trouvé entre les deux parties, à savoir la majorité et l'opposition, pour ce qui concerne ces postes précis de rapporteurs. Et donc, les choses sont faites de manière à sorte qu'il y ait le maximum de transparence dans les élections, et quelle que soit l'application de la politique d'État. Parce que vous le savez très bien, sans se voiler la face, que la CENI demeure un enjeu très important dans la politique. En ce qui me concerne, moi, je n'ai pas voulu qu'on continue dans ce genre de méandres pour ralentir le processus. Parce que la population, selon certaines sources, que les députés se complotent pour ralentir le processus électoral. Ce que moi, je ne veux pas. Donc soyez tranquilles, le processus est déjà entamé, le rapport sera accepté, la loi sera votée et promulguée et nous irons aux élections. Que tout le monde se prépare. Écoutez, c'est une loi très importante, cette loi qui porte organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, qui est en discussion avec les innovations apportées par notre collègue, notre ancien collègue honorable Lutundula. La loi a été examinée par la Commission PAJ. Nous avons presque tous voté à l'unanimité tous les amendements de la commission PAJ. Nous n'avons pas besoin de menaces. Vous avez vu les innovations au sein de cette proposition de loi, où la société civile, où son quota est revu à la hausse. Nous voulons de la transparence, mais aussi, nous voulons qu'il y ait justice. En quoi sommes-nous majorité? Nous sommes majorité pour occuper le poste des adjoints? Non. Et pourquoi il y a menace dans un pays qui se veut démocratique? Nous sommes attaqués à l'est de notre pays. Nos populations sont en train d'être tuées là-bas. Cette menace voile quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire en disant que vous allez vous assumer, vous allez voir cette menace? Il n'y a pas que l'opposition du FCC. Nous avons l'opposition de l'ensemble de M. Fayoulou. Pourquoi l'ensemble de M. Fayoulou ne s'agite pas autant que le FCC? C'est qu'il y a quelque chose. Donc, la Mouka, oui. Pourquoi la Mouka ne s'agite pas? La Mouka de M. Fayoulou ne s'agite pas autant que le FCC de M. Kabila. Non. C'est inadmissible. Nous avançons, nous sommes une majorité, nous allons nous assumer. Il y a eu un temps où ils étaient majoritaires, où le FCC était majoritaire, ils s'assumaient. Et aujourd'hui, nous sommes majoritaires, nous devons nous assumer. Nous ne pouvons pas manquer un poste de responsabilité, un poste de titulaire au sein de cette composition. Nous avançons sur le plan de la réforme après plusieurs insistances et que c'est une très bonne chose parce qu'il faut avoir toujours à l'esprit les élections pour 2023. Ensuite, sur le fond de la réforme, il y a les innovations majeures que l'auteur de la loi avait présentées et qui n'ont pas été ici reprises par la commission et qui nous mettent un peu en mal par rapport à l'intensité de la réforme. Parce que nous aurions souhaité une réforme non pas radicale, mais une réforme substantielle qui permette de faire avancer les choses
pour espérer un processus électoral différent en 2023. Et pour ce faire, il y avait la question de l'indépendance des membres de la CENI, il y avait la question du financement de la CENI, du contrôle de la CENI, même si on a refusé les COPEC, mais il aurait fallu renforcer le côté contrôle. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut comprendre. Vous avez 15 membres au sein de la CENI, 7 sont au bureau. Il suffit que le 7 recrute 2 personnes au niveau de l'Assemblée plénière, ils ne seront jamais contrôlés. Or, la CENI gère des enjeux majeurs, des intérêts financiers importants, sans que cela ne fasse l'objet du contrôle. Le deuxième aspect, c'est lié au financement des élections. Vous avez souvent vu que lorsqu'on arrive vers la période où il faut aller vers les élections, en ce moment-là, on dit qu'il faut mobiliser les ressources. En réalité, les ressources doivent être mobilisées en amont et de manière périodique et continuellement pour pouvoir alléger la charge à la fin et ne pas attendre la fin pour pouvoir recueillir ceci. Et donc nous avions fait une proposition, non pas de créer un fonds spécial comme ça avait été proposé par l'auteur, mais de créer un compte d'affectation spéciale. Un tel compte recevrait au niveau du budget des crédits qui lui sont alloués et permettrait d'un exercice à l'autre de conserver les fameux crédits pour pouvoir être mis à contribution pour financer les processus électoraux. Et enfin, la dernière question, la question majeure, a trait au statut de secrétariat exécutif national, secrétaire exécutif provinciaux et les antennes locales. En fait, ce sont là l'armature de la CENI. Et si cette armature n'est pas garantie dans son statut, vous n'aurez jamais une indépendance organique de la CENI. Et c'est pourquoi nous voulions que dans la loi, il soit spécifié le mode de recrutement de ces secrétariats, mais qu'aussi les garanties administratives soient formulées pour qu'on puisse avoir une CENI qui soit fortement charpentée pour l'autonomie, la neutralité, le professionnalisme et l'expertise au service des élections dans notre pays. Merci pour votre fidélité de nous avoir suivis et la confiance que vous nous accordez pour vous informer en temps réel, 24 heures sur 24, également 7 jours sur 7. Merci de vous avoir abonné sur notre chaîne YouTube Top 243 News Télévision. Également nous lire sur www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon début de week-end chez vous. Nous revoilà très bientôt. Bye. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.